Quand on pense à une peine de prison à perpétuité, on imagine souvent qu'un criminel passera ses derniers jours derrière les barreaux. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes ont survécu à des décennies entre quatre murs et ont dû réapprendre à vivre dans un monde devenu presque méconnaissable, bien différent de celui qu'elles avaient toujours connu. Numéro 1. Joseph Ligon. Joseph Ligon, largement connu comme le détenu ayant passé le plus de temps en prison aux États-Unis, a été condamné à la prison à vie alors qu'il était mineur. Il a été reconnu coupable à seulement 15 ans, le 20 février 1953, à Philadelphie. Ce jour-là, Joseph Ligon se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Il était avec un groupe d'adolescents impliqués dans une série de vols destinés à acheter de l'alcool, une suite d'événements qui a conduit à la mort de plusieurs personnes. Dès le départ, son dossier présentait de graves irrégularités. En tant que mineur, il n'a eu droit ni à une assistance juridique adéquate ni à des visites familiales. La police lui a également fait signer des aveux, malgré le fait qu'il n'ait lui-même ôté la vie à personne. Lui et les autres accusés ont pourtant été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant de longues années, Joseph Ligon s'est battu pour faire réexaminer son affaire avec l'aide de son avocat depuis 15 ans, Bradley Bridge. Selon ce dernier, si l'affaire avait été jugée aujourd'hui, Joseph Ligon aurait probablement écopé d'une peine comprise entre 5 et 10 ans, ce qui met en lumière les profondes failles du système judiciaire de l'époque. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a statué que toutes les personnes condamnées à perpétuité alors qu'elles étaient mineures devaient être rejugées, à la suite de l'arrêt Miller contre Alabama. L'année suivante, Joseph Ligon a vu sa peine ramenée à 35 ans, ce qui le rendait éligible à une libération conditionnelle compte tenu du temps déjà purgé. Il a pourtant refusé cette possibilité, souhaitant garder le contrôle total de son dossier, et a choisi de continuer à purger sa peine. Au total, il a passé près de 7 décennies en prison, y entrant à 15 ans et retrouvant la liberté à 83 ans, le 11 février 2021. Interrogé par Michel Miller de CBS News sur ce qu'il avait fait en premier en tant qu'homme libre, il a répondu qu'il s'était effondré, un immense sourire sur le visage. Libre. Enfin, libre. Numéro 2. Charles E.D.R. Ford. La condamnation de Charles E.D.R. Ford est l'un des nombreux exemples tragiques d'erreurs judiciaires mêlées à du profilage racial. Il a d'abord été condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré en 1952, alors qu'il n'était même pas présent sur les lieux du crime. Plus tard, en 1975, il a de nouveau été inculpé pour une agression au second degré, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortie. La victime avait déclaré avoir vu un homme debout près d'une Ford Pinto rouge, un véhicule loué enregistré au nom de Ford. Pourtant, il n'était responsable d'aucun des actes pour lesquels il a été accusé, ni lors du procès de 1952, ni lors de celui de 1975. Le jury était composé uniquement de personnes blanches, tout comme le juge. Les preuves étaient extrêmement faibles et Charles Ford n'a même pas été autorisé à faire témoigner des personnes capables de confirmer qu'il ne se trouvait pas sur les lieux. La condamnation de 1952 n'a été rouverte qu'en 2016, lorsque la juge Ellen Harrington a découvert que l'avocat de Ford n'avait jamais déposé d'appel pour contester la peine. Elle a également établi que le juge de l'époque ne l'avait jamais informé de ses droits après le procès. Ces manquements ont permis à la juge Harrington d'annuler la condamnation. Concernant l'affaire de 1975, le juge West a condamné Charles Ford à 5 ans de prison, assorti de 2 ans de probation sans surveillance. Lorsque la sentence a été prononcée, Ford a fondu en larmes dans la salle d'audience. Il obtenait enfin la liberté qu'il méritait. Au total, il avait passé 64 ans derrière les barreaux, étant entré en prison à 19 ans avant d'être libéré à 84 ans le 23 mars 2016. Le véritable suspect, Jake Robinson, a fini par avouer et une révision judiciaire a confirmé qu'aucune preuve ne liait Ford au crime. Malheureusement, peu après sa libération, Charles Ford a appris qu'il souffrait d'une forme agressive de cancer du poumon. Bien qu'enfin libre, il a passé les derniers mois de sa vie à survivre grâce à des dons qui ont également permis de financer ses funérailles. Il n'a jamais reçu la moindre compensation pour sa condamnation injuste, ni pour ses décennies passées dans le couloir des condamnés. Des histoires comme celle-ci rappellent à quel point il est absurde de prétendre que le racisme n'existe plus. Numéro 3. Johnson Van Dyke Grigsby. Johnson Van Dyke Grigsby n'a pas seulement survécu à sa peine de prison, il est même retourné volontairement derrière les barreaux après avoir purgé sa condamnation.
Il avait été condamné à la prison à vie pour avoir tué un homme lors d'une altercation dans un bar, alors qu'ils buvaient ensemble et qu'une dispute avait éclaté. Malgré un comportement exemplaire en détention, discret et sans incident, il s'est vu refuser la libération conditionnelle à 33 reprises. Ce n'est qu'en 1974 qu'il a finalement été libéré, après 66 longues années d'incarcération. Il avait alors 89 ans. Cette libération a représenté un choc immense. Après près de 7 décennies passées en prison, il n'arrivait pas à s'adapter à une société qu'il ne reconnaissait plus et peinait à trouver un emploi. Incapable de faire face à un changement aussi radical, il a choisi de retourner volontairement en prison où il est resté encore 17 mois avant d'être libéré une seconde fois. Il avait alors 91 ans. Par la suite, il a été accueilli au Marion County Healthcare Center où il a trouvé un certain réconfort dans des routines strictes qui lui rappelaient la vie carcérale à laquelle il était habitué. Johnson Van Dyke Grigsby est décédé plus tard, en 1987, à l'âge de 101 ans. Ces destins hors normes montrent à quel point le système judiciaire peut marquer une vie à jamais et combien la liberté peut devenir étrangère après tant d'années d'enfermement. Si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un like, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui interrogent notre rapport à la justice et au temps. Numéro 4. Richard Onick. Richard Onick n'avait que 20 ans lorsqu'il fut arrêté à Chicago, en septembre 1899. Avec un ami nommé Herman Hand, il avait tué un ancien instituteur, Walter Coher. Les deux hommes cherchaient à se venger, car Coher avait auparavant témoigné lors d'un procès dans lequel Onick et Hund avaient été accusés d'avoir provoqué plusieurs incendies dans leur ville natale de Herman, dans le Missouri. En prison, le dossier de Onick resta relativement calme, à l'exception d'une agression contre un gardien durant sa première année à la prison de Joliet. Il fut ensuite transféré au pénitencier du sud de l'Illinois, où il travailla pendant 35 ans dans la boulangerie de la prison. Après avoir passé 64 années derrière les barreaux, Richard Onick fut finalement libéré le 20 décembre 1963 grâce à l'intervention de sa nièce, Clara. Selon un article du Chicago Tribune paru cette même année, Onick, escorté lors d'un vol vers San Francisco, semblait profondément stupéfait par les progrès du monde extérieur qu'il découvrait enfin après avoir passé la majeure partie de sa vie enfermé. Sa nièce dut quitter son emploi pour s'occuper de lui. Elle vendit son petit mobile home d'une seule pièce et en acheta un autre, plus grand, en Oregon, afin de pouvoir l'accueillir dans de meilleures conditions, son état de santé se dégradant rapidement. En 1971, Richard Onick fut admis à la maison de retraite de Roseburg, où il passa les 5 dernières années de sa vie. Il est décédé en décembre 1976, à l'âge de 97 ans. Richard Onick fut le premier détenu à attirer une attention médiatique massive, uniquement en raison de la durée exceptionnelle de son incarcération. Depuis, son record a malheureusement été dépassé par de nombreux autres cas. Numéro 5. Francis Smith. Dès son plus jeune âge, Francis Smith eut de fréquents démêlés avec la justice. À seulement 13 ans, après avoir agressé un gardien et s'être évadé, il fut envoyé au Cheshire Reformatory pour jeunes garçons avant d'être transféré plus tard dans une prison de haute sécurité. En grandissant, Smith rejoignit un groupe impliqué dans de petits délits à travers le sud du Connecticut. Mais tout bascula en 1949 lorsqu'il fut incarcéré pour sa participation au meurtre d'un veilleur de nuit à Greenwich. Il avait alors 24 ans. Durant sa très longue peine, Smith parvint à s'évader une fois, en 1967, depuis une ferme pénitentiaire d'Enfield, déclenchant une vaste chasse à l'homme qui dura 12 jours. Il bénéficia également d'une libération conditionnelle de 10 mois avant d'être renvoyé en prison en 1975. Le 7 juin 1954, jour prévu pour son exécution, un événement inattendu se produisit. Lors d'une audience de dernière minute, l'enquêteur principal de l'affaire, Leo Carroll, déclara s'être trompé. Il admit qu'il n'était pas certain que Smith se trouvait réellement sur les lieux du crime. La sentence fut alors modifiée à peine 2 heures avant que Smith ne soit conduit vers la chaise électrique. Un autre tournant décisif survint lorsque des témoins clés reconnurent avoir menti afin d'échapper à la peine de mort. George Loudon affirma d'abord que Smith était le second tireur avant de se rétracter à la barre et d'expliquer que la police l'avait contraint à mentir. Grâce à ces révélations, Francis Smith fut finalement libéré en septembre 2020 après avoir passé 71 ans en prison. Il avait alors 96 ans. Aujourd'hui, il vit dans une maison de retraite près de Hartford, dans le Connecticut. Numéro 6. Paul Geidel Jr.
Paul Geidel Jr., lui aussi originaire du Connecticut, connut un début de vie particulièrement difficile. Orphelin à l'âge de 7 ans, il quitta l'école à 14 ans. Peu adapté au travail manuel, il travailla comme garçon d'hôtel à Hartford puis à New York. Le 26 juillet 1911, Geidel s'en prit à l'un des clients de l'hôtel Iroquois, William Jackson, qu'il croyait être un riche courtier. Il se glissa dans sa chambre et le tua, repartant avec à peine assez d'argent pour s'acheter un costume. 2 jours plus tard, il fut arrêté, reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à une peine allant de 20 ans à la perpétuité. Il fut incarcéré à la prison de Sing Sing dans l'État de New York. En 1919, lors de sa 8e année de détention, Paul Geidel fit une grave dépression et fut transféré dans une unité psychiatrique à Dannemora, où il passa plusieurs années avant de revenir dans la population carcérale générale. Sa dernière affectation se fit dans une unité réservée aux détenus âgés, ressemblant davantage à un dortoir qu'à une prison, au centre correctionnel de Fishkill. Il obtint une libération conditionnelle en août 1974, mais à 80 ans, il refusa de quitter la prison. Après 63 années d'incarcération, c'était le seul monde qu'il connaissait. Il choisit de rester encore près de 6 ans. Ce n'est que le 7 mai 1980 qu'il quitta finalement Fishkill, après avoir purgé la plus longue peine de prison de l'histoire américaine, un record inscrit au Guinness Book of World Records. Paul Geidel passa le reste de sa vie dans une maison de retraite du comté de Dutchess, où il mourut à l'âge de 93 ans. Numéro 7. John Phillips. En 1952, John Phillips a été reconnu coupable de l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans en Caroline du Nord. Il n'avait que 18 ans et était encore en classe de 4e. Il a été envoyé pour évaluation dans un hôpital psychiatrique d'État réservé aux personnes noires. Le rapport concluait que John Phillips avait les capacités mentales d'un enfant de 7 ans et 7 mois. Son avocat a plaidé coupable afin d'éviter la peine de mort, mais le juge l'a tout de même condamné à la prison à vie. Malgré ce plaidoyer, John Phillips a toujours affirmé être innocent. La disparition des dossiers médicaux et judiciaires rend aujourd'hui presque impossible toute preuve formelle de son innocence. Cependant, de nombreuses études sur les erreurs judiciaires montrent que les personnes présentant un handicap intellectuel sont particulièrement susceptibles de faire de faux aveux. John Phillips a été envoyé au pénitencier d'État de Raleigh. Au fil des décennies, il a été transféré à plusieurs reprises, passant une grande partie de sa détention dans des camps de prison à sécurité minimale. En 1989, il est arrivé au centre correctionnel de Durham. Avec les années, il a peu à peu perdu toute envie de quitter la prison, trouvant un certain réconfort dans les routines strictes de la vie carcérale. En 1991, un journal local de Durham a publié un article le décrivant comme le détenu ayant passé le plus de temps en prison dans l'État. Cet article a été découvert par des membres de sa famille encore en vie, ce qui leur a permis de renouer le contact après des décennies de séparation. À la suite de cette publication, de hauts responsables pénitentiaires se sont rendus à la prison de Durham. Craignant une action en justice, ils souhaitaient le libérer. Mais John Phillips, selon les autorités, ne voulait pas partir. D'après le département de la sécurité publique de Caroline du Nord, il a finalement été libéré sous condition le 9 mars 2021, après avoir passé 68 ans en prison. Sa période de libération conditionnelle doit prendre fin le 8 mars 2026. Numéro 8. Howard Christensen. Le 21 mai 1937, Howard Christensen et un complice ont reconnu avoir volé et abattu une institutrice de 26 ans nommée Carrie à Anita, dans le Dakota du Sud. Leur motivation était de lui dérober 10 $ et sa voiture. Howard Christensen avait 16 ans et son complice Norman Westberg en avait 17. Se faisant passer pour des autostoppeurs, ils avaient été pris en charge par la victime. Avant de mourir, celle-ci a pu fournir une description des 2 garçons, ce qui a conduit à leur arrestation et à une condamnation à la prison à vie. Howard Christensen était décrit comme présentant un léger retard intellectuel. Il a passé de nombreuses années incarcéré dans des hôpitaux psychiatriques, dont environ 30 ans à l'établissement psychiatrique d'État de Yankton. Il avait la réputation d'être difficile, voire agressif, envers les visiteurs et les autres détenus. Selon un porte-parole du pénitencier d'État du Dakota du Sud, il y a reçu 9 séances d'électrochoc et a été maintenu dans une unité psychiatrique. Sa condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a été réexaminée au milieu des années 1970. Finalement, il a été gracié par le gouverneur Bill Janklow en juin 2001 pour des raisons de santé, après avoir passé 64 ans en prison. Howard Christensen est décédé en 2003 à l'âge de 82 ans. Numéro 9. Clifford Hampton.
En 1958, Clifford Hampton, âgé de 17 ans, a tué son amie d'enfance Bertha Ann Gibson, 18 ans, après qu'elle eut refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Pris d'une rage incontrôlable, Clifford l'a attaqué à 28 reprises avec une arme tranchante. Lorsqu'il a réalisé ce qu'il venait de faire, il s'est rendu de lui-même aux autorités. Bien qu'il fût mineur, il a été jugé comme un adulte et condamné à la prison à vie. Il a été incarcéré au pénitencier d'État de Louisiane, plus connu sous le nom d'Angola. Au cours de sa 3e année à Angola, Clifford Hampton a ôté la vie à un autre détenu, affirmant avoir entendu que celui-ci répandait des mensonges à son sujet. Cette affaire lui a valu une seconde condamnation à perpétuité. La décision Montgomery contre Louisiane a ouvert la voie à une possible libération conditionnelle pour Hampton, ainsi que pour 255 autres personnes condamnées à perpétuité pour des crimes commis mineurs en Louisiane. Clifford Hampton avait 78 ans lorsqu'il a été libéré sous condition en 2019, après 61 années derrière les barreaux. La Commission des grâces et des libérations conditionnelles de Louisiane a alors mis fin définitivement à son incarcération. Le soutien de la communauté, qui a rendu sa libération possible, lui a également fourni un logement, des vêtements et une aide financière pour l'aider à se réinsérer. Il réside toujours aujourd'hui en Louisiane. Numéro 10. Harvey Stewart. Harvey Stewart a connu sa première condamnation en 1951, purgeant 10 ans dans une prison du Texas pour vol à main armée. Libéré sous condition 6 ans plus tard, il est retourné en prison en 1958 pour le meurtre de James Laird, âgé de 26 ans. En 1965, Stewart s'est évadé de prison avant d'être repris quelques jours plus tard. Il est devenu éligible à une libération conditionnelle après 9 ans de détention et finalement, en 1985, il a été libéré malgré les objections persistantes du comté de Jefferson. On aurait pu penser que ce serait enfin sa chance de rester libre. Mais 16 mois plus tard, il s'est de nouveau retrouvé derrière les barreaux après un braquage de banque. Sa peine exceptionnellement longue a pris fin en 2011, après 59 ans passés en prison. Sa libération conditionnelle a été accordée en raison de son bon comportement récent, de son âge avancé et de la dégradation de son état de santé. Comme il l'a lui-même déclaré, il était désormais trop vieux pour voler quoi que ce soit. Harvey Stewart avait vécu coupé du monde extérieur et n'avait reçu aucune visite depuis plus de 10 ans, ayant survécu à la plupart, voire à la totalité, de sa famille proche. À partir de 2014, il a été légalement placé dans une maison de retraite, tout en tentant encore de faire annuler sa condamnation de 1958. Interrogé sur ses années de détention, il a répondu « Imaginez 60 ans dans ce trou infernal, je ne le recommanderais à personne. Il faut être complètement fou pour y mettre ne serait-ce qu'un pied. » Numéro 11. James R. Moore. James R. Moore est connu comme l'un des détenus ayant passé le plus de temps en prison dans l'État de New York. Il a plaidé coupable pour meurtre au premier degré et a été condamné à la prison à vie pour le meurtre en 1962 de Pamela Moss, une adolescente de 14 ans originaire de Penfield. Il a également reconnu avoir commis un acte sexuel sur une personne âgée de 99 ans, ainsi qu'entre 40 et 50 autres agressions sexuelles. James Moore a plaidé coupable pour le crime de 1962 afin d'éviter le couloir de la mort et a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Des modifications ultérieures de la loi de l'État ont toutefois rendu Moore éligible à une demande de libération conditionnelle tous les 2 ans à partir de l'année 1982. Il a passé la décennie suivante à l'établissement correctionnel d'Attica, où il a travaillé comme assistant dentaire, enseignant et assistant administratif au sein de la prison. En 1973, il a été transféré à la prison d'Auburn, où il a rencontré Joyce Smith, coordinatrice bénévole des programmes artistiques de l'établissement, qu'il a ensuite épousée. James Moore a passé plus de 20 ans à Auburn. Durant cette période, il a obtenu plusieurs diplômes en gestion et a travaillé comme employé administratif et machiniste. En 1999, il a été transféré à l'établissement correctionnel de Collins à Gowanda, puis successivement à ceux de Cayuga et de Franklin à Malone. Selon ses propres déclarations, Moore a découvert en prison que certains produits chimiques qu'il utilisait autrefois comme paysagiste étaient inconnus pour provoquer des épisodes maniaques. Il en est venu à croire que ces substances avaient joué un rôle dans les crimes qu'il avait commis. James Moore a finalement obtenu une date de libération ouverte, marquant sa 21e demande depuis le début des années 1980.
Sa sortie était prévue aux alentours du 6 juin 2022, après 60 années passées derrière les barreaux. Peu d'informations sont disponibles quant à sa libération effective. S'il a bien été relâché, il est très probable qu'il ait été placé sous soins permanents, d'autant plus qu'il a récemment subi l'amputation de ses 2 jambes inférieures. Numéro 12. Chester Weger. En mars 1961, Chester Weger a été reconnu coupable du meurtre de Lillian Whiting, l'une des 3 amies participant à un week-end entre femmes au parc naturel de Starved Rock, dans le comté de LaSalle, dans l'Illinois, en mars 1960. Il a signé des aveux reconnaissant sa responsabilité dans le crime. Par la suite, Chester Weger est revenu sur cette confession, affirmant que les enquêteurs l'avaient menacé de mort et avaient obtenu ses aveux sous la contrainte. Au moment des faits, Weger travaillait comme plongeur dans la cuisine du lodge de Starved Rock. De la ficelle retrouvée dans la cuisine ressemblait à celle utilisée pour ligoter les victimes. Il a également échoué à un test au détecteur de mensonges et a été placé sous surveillance constante. Malgré cela, Chester Weger a toujours clamé son innocence. Le 3 mars 1961, le jury l'a déclaré coupable et l'a condamné à la prison à vie. Le 20 novembre 2019, la Commission de libération conditionnelle de l'Illinois a finalement accepté sa demande de libération par 9 voix contre 4. Ces 23 demandes précédentes avaient toutes été rejetées. Au moment de sa libération, Chester Weger, âgé de 80 ans, était le 2e détenu ayant purgé la peine la plus longue dans l'Illinois, avec 61 années de prison. 2 ans après sa sortie, le 1er août 2022, des preuves de l'affaire Starved Rock ont été réexaminées en laboratoire. Un gant porté par la victime Frances Murphy contenait un cheveu masculin. L'ADN a été extrait et il ne correspondait pas à celui de Weger. Si ses avocats Andy Hale et Celeste Stack se sont réjouis de sa libération, ils ont affirmé leur intention de continuer à se battre pour faire reconnaître son innocence. Numéro 13. Henry Montgomery. En 1963, Henry Montgomery, alors âgé de 17 ans, a été accusé d'avoir abattu un adjoint du shérif blanc du comté d'East Baton Rouge. Plus de 60 hommes noirs ont été arrêtés à la suite de la fusillade, et des croix brûlées ont été signalées dans les jours précédant le procès. Henry Montgomery a été jugé, reconnu coupable et automatiquement condamné au couloir de la mort en 1966. Il a ensuite été rejugé, le tribunal estimant que le climat autour du procès l'avait privé d'un jugement équitable. Sa peine a alors été commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré son jeune âge et son incarcération dans la prison d'Angola, tristement réputée pour sa violence, Montgomery est devenu entraîneur et formateur d'une équipe de boxe qu'il avait créée. Il a travaillé dans l'atelier de sérigraphie de la prison et est devenu un modèle positif, ainsi qu'un conseiller respecté pour les autres détenus. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a statué, dans l'arrêt Miller contre Alabama, que les peines automatiques de prison à vie sans libération conditionnelle imposées aux mineurs étaient inconstitutionnelles. Henry Montgomery a contesté sa condamnation sur cette base, mais sa demande a d'abord été rejetée. Il a fait appel et en 2016, la Cour suprême a tranché dans son affaire que l'interdiction décidée dans Miller devait s'appliquer à tous les États. À la suite de cette décision, Montgomery a été recondamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Malgré cela, la commission de libération conditionnelle lui a refusé la sortie en 2018 et en 2019. Finalement, en 2021, le Conseil des grâces et la commission de libération conditionnelle ont voté à l'unanimité en faveur de sa libération. Henry Montgomery est sorti libre le 17 novembre 2021 après 57 années passées en prison, à l'âge de 75 ans. Son affaire a eu un impact considérable. Aujourd'hui, 31 États américains ainsi que le District de Columbia interdisent les peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les enfants ou ne comptent plus aucun détenu purgeant une telle peine. Numéro 14. Gloria Williams. Gloria Williams est la femme ayant passé le plus de temps incarcérée dans l'État de Louisiane. En 1971, alors âgée de 25 ans, elle a été arrêtée après avoir tenté, avec 2 autres personnes, de braquer une épicerie à l'aide d'un pistolet jouet qu'elle avait pris à son fils. Lors d'une altercation avec le propriétaire du magasin, Budge Kutea, l'une de ses complices, une adolescente de 16 ans, a ôté la vie à Kutea. 9 mois plus tard, les 3 accusés ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Durant son incarcération, Gloria Williams a profondément changé. Elle s'est engagée dans le ministère religieux de la prison ainsi que dans le programme Big Sisters, au sein duquel des détenus condamnés à de longues peines accompagnent et soutiennent les femmes nouvellement arrivées.
En juillet 2019, Williams s'est présentée devant la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de Louisiane, espérant devenir éligible à une libération. À ce moment-là, elle était la seule des 3 condamnés encore en prison. S'en est suivie une attente longue et éprouvante de 2 années, marquée par l'absence de décision du gouverneur et par la pandémie de Covid-19. Finalement, le 20 août 2021, soit plus de 2 ans après la recommandation de la commission, Gloria Williams est devenue officiellement éligible à un examen de sa libération conditionnelle. Le 25 janvier 2022, elle est apparue par visioconférence devant 3 membres de la commission de libération conditionnelle. Ils ont voté à l'unanimité en faveur de sa libération, à la condition stricte qu'elle n'ait aucun contact avec la famille Cootea. Quelques heures plus tard, Gloria Williams, âgée de 76 ans, quittait la prison après 50 longues années derrière les barreaux. Elle a pu retrouver sa famille. Ses frères et sœurs, ses enfants désormais adultes, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Numéro 15. Sheldry Top. Comme beaucoup d'autres personnes condamnées, Sheldry Top a connu une enfance extrêmement difficile. Il a été victime de violences de la part de son père dès son plus jeune âge et a passé une grande partie de son adolescence entre établissements psychiatriques à partir de l'âge de 12 ans. En 1962, alors qu'il avait 17 ans et qu'il s'était enfui de l'hôpital psychiatrique d'État de Pontiac, Sheldry Top a tué Charles Davis, un homme de 50 ans, après s'être introduit par effraction dans son domicile. Moins de 2 semaines plus tard, il a été arrêté à Chicago. Il a avoué les faits et a été condamné par un tribunal du Michigan à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Par la suite, sa peine a été réduite à une durée comprise entre 40 et 60 ans, notamment à la lumière de la décision Montgomery contre Louisiane, puisqu'il était mineur au moment des faits. Lorsque le juge James Alexander a prononcé cette nouvelle sentence, Sheldry Top avait déjà passé 56 ans en prison et bénéficié de plus de 10 années de crédit pour bonne conduite. Cela lui a permis d'être libéré sans même passer devant une commission de libération conditionnelle. En février 2019, Sheldry Top est sorti de prison en homme libre, à l'âge de 74 ans. Aujourd'hui, il vit auprès de membres de sa famille qui l'ont soutenu durant toute sa détention. Comme toujours, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette série vous a marqué, laissez un like, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'accord.